Ouverture ce samedi de la première édition de la foire des petits ruminants au terrain annexe du stade général à Seynou-Kounché, une foire à quelques jours de la fête de Tabaski. Vous y trouverez des petits ruminants de toutes les bourses. Une activité qui a le vent en poupe à Maradi, c'est la vente des carburants fraudés, une activité exercée par les jeunes de la ville. Samedi 19 septembre 2015, merci de choisir la télévision Labari pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, et les différents projets pour la résilience organisent la première édition de la foire des petits ruminants. Elle a été lancée officiellement ce samedi par le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé au terrain annexe du stade général à Seynou-Kounché. La foire est prévue pour durer 3 jours. Le compte rendu avec Nafissa Adamou et Nasser Sedou. Avec pour thème petits ruminants et résilience renforcée dans les régions de Tillabéri et Niamey, cette première édition de la foire des petits ruminants vise à former et assister les populations bénéficiaires dans les bonnes pratiques de l'embouche pour améliorer leur résilience dans les zones d'intervention des projets de résilience. Les foires font intégralement partie du programme de communication du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, et des projets résilience et croissance économique dans le Sahel, Régis AG, et résilience et croissance économique dans le Sahel, Régis ER. Cette foire offre plusieurs avantages. Elle permet d'établir un contact personnel avec un nombre élevé de décideurs et donc d'acheteurs potentiels. Elle permet également de rassurer les clients sur la qualité et la diversité du cheptel. Elle permet de développer des échanges gagnant-gagnant entre les différents acteurs. Les résultats de la participation à cette foire se concrétiseront non seulement par des ventes directes, mais aussi par un changement cognitif et d'attitude des visiteurs, la reconnaissance, la connaissance et l'intérêt pour les produits présentés. J'invite la population de Niamey à venir chercher leurs moutons pour la fête de Tabaski. Au Niger, l'élevage des petits ruminants occupe une place prépondérante en termes de production de protéines animales et constitue un support précieux des échanges sociaux et commerciaux, a indiqué le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé. C'est vous dire que le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé et à travers le ministère de l'élevage, sera attentif aux recommandations et autres suggestions que vous serez amenés à formuler. D'ores et déjà, je puis vous assurer que les actions de soutien à la création des fermes modernes, commerciales d'embauche et l'appui conseil par les services techniques des ministères concernés se poursuivront et s'intensifieront. Qu'il me soit permis de remercier la Banque mondiale et l'USAID qui, à travers respectivement le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, la résilience et croissance économique dans le Sahel, croissance accélérée, Régis AG, la résilience et croissance économique dans le Sahel, Régis ER, nous témoignent de leur engagement et de leur disponibilité à nous accompagner dans la mise en œuvre du programme de renaissance en contribuant si efficacement à son financement. Je vous remercie donc pour ce soutien actif aux différents acteurs et organisations socio-professionnelles et à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur des petits ruminants. Durant 3 jours et en cette veille de la fête de Tabaski, les populations de la région de Niamey seront gratifiées des expositions vente de moutons, autres produits, des matériels d'élevage et des intrants zootechniques et vétérinaires. Une visite des enclos et stands par les autorités a sanctionné la cérémonie d'ouverture de cette foire. Renforcer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
C'est l'objet d'une rencontre hier vendredi à Malanville entre les ministres des Transports du Niger et du Bénin. Les échanges entre les deux délégations ont porté sur les modalités du poste de contrôle juxtaposé de Malanville. Précision avec nos envoyés spéciaux Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine regroupe en son sein 8 États membres que sont le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée-Bissau qui partagent l'utilisation d'une monnaie unique qui est le franc CFA. Et cela dans un élan dynamique de coopération économique axé autour du développement des États membres. Aussi pour trouver des solutions aux difficultés qui freinent la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire, un programme prioritaire de construction de 11 postes de contrôle juxtaposés a été adopté dès novembre 2001. Ainsi, se basant sur les expériences tirées du projet pilote des postes de contrôle de Sinkansé à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo, les postes de contrôle juxtaposés de Malanville a dans sa réalisation vu la participation de tous les acteurs du système de transport du Bénin et du Niger avec l'appui de l'Union européenne. Il faut le savoir, d'un coût global de plus de 10 milliards de francs CFA financés par l'Union européenne, les postes de contrôle juxtaposés de Malanville situés à la frontière entre le Bénin et le Niger sont construits sur une superficie de 9 hectares qui regroupe les services de contrôle du Niger et du Bénin sur un même site. Aussi pour la mise en service des postes de contrôle juxtaposés de Malanville, une première réunion des experts du transport du Niger et du Bénin s'était tenue à Malanville le 16 et 17 septembre afin de discuter des modalités pratiques de démarrage des activités des postes de contrôle de Malanville. Par la suite, une visite des différents bâtiments du complexe qui rassemble les services des douanes et de police qui permettront aux Nigériens et aux Béninois de travailler ensemble. Ensuite, prenant la parole lors de la cérémonie qui consacre la mise en service des postes de contrôle juxtaposés, le ministre des Travaux publics et des Transports du Bénin, Gustave Depo-Sonom, précise l'importance d'un tel ouvrage. Nous avons l'espoir qu'avec cette vision que l'UMOA nous appuie dans cette lancée, ça va nous permettre tôt ou tard, non seulement au niveau de l'UMOA, mais au niveau de la CEDEAO, à véritablement construire un espace unitaire où nous aurons la libre circulation des biens et des personnes. C'est très important. Déjà, en ce qui concerne les deux peuples, je veux dire les Nigériens et puis les Béninois, nous sommes déjà des frères. Nous sommes des frères, c'est pour ça que, naturellement, nous disons que le port de Cotonou est un port naturel pour le Niger. Mais pour que cela soit ainsi, il faudrait que nous mettions en place des outils de facilitation. Et je crois que c'est la preuve d'une coopération agissant entre nos deux pays. Pour sa part, le représentant du président de la commission de l'UOMOA, Augustin Tompio-Zou, n'a pas manqué de préciser le rôle intégrateur que constituent les postes de contrôle juxtaposés de Malanville. Ce programme vise à regrouper les services de contrôle de 2 États frontaliers sur un même site aux fins d'harmoniser, de simplifier et d'accélérer les contrôles au passage des frontières. Par ailleurs, ce programme permet d'améliorer la compétitivité des économies des États membres en rendant les échanges intra-régionaux plus fluides grâce à l'élimination des barrières non tarifaires et des frais illicites sur les corridors. De son côté, le ministre des Transports du Niger, Saleh Seydou, se prononce sur l'engagement des autorités nigériennes et béninoises à rendre opérationnels les services des postes de contrôle juxtaposés de Malanville. Nous voudrons que effectivement ce poste-là soit opérationnel aussi immédiatement, dans les meilleurs délais. Vous savez, ce poste a été inauguré depuis le 12 avril 2014 par les 2 chefs d'État et le président de la commission de l'UMOA. Mais malheureusement, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de dispositions pratiques qui ont été prises, ce poste reste inopérationnel jusqu'à présent. Or, nous, la réunion des ministres du Bénin et du Niger a pour objet, effectivement, de prendre des dispositions. Et parmi les dispositions, c'est qu'effectivement, on donne à l'UMOA la latitude, effectivement, de choisir un exploitant, un concessionnaire,
ça va être une mise en concession. À l'issue de la réunion des ministres pour la mise en service des postes de contrôle juxtaposés de Malanville, des résolutions ont été formulées, dont entre autres celle exhortant la commission de l'UOMOA à prendre toutes les dispositions utiles en vue de l'équipement et de la mise en service dans les meilleurs délais. Les ministres ont également appelé à une application rigoureuse des dispositions relatives à la charge à l'essieu. Fin cet après-midi à la maison de la presse de Niamey de la formation des formateurs organisée par l'Observatoire du processus électoral au Niger, OPEL. Donc une formation avec l'appui de l'Oxfam. Une session pour renforcer les capacités des structures membres de l'OPEL donc dans le cadre des élections de 2016 au Niger. Une quarantaine de participants ont suivi avec intérêt le module. Compte rendu Asmana China et Khalidou Bounem. 2 journées de fructueux échanges ont permis aux participants d'être édifiés sur les outils relatifs aux fondements juridiques et les institutions impliquées dans le processus électoral. Sincèrement parlant, c'était édifiant. Nous avons eu des consultants de haut niveau et vraiment avec les modérateurs aussi, c'était vraiment bien. Donc l'ensemble des points, en tout cas qui ont constitué l'ossature de la formation, étaient vraiment des points très pertinents. Et nous pensons quand même que nous avons le devoir d'essayer de capitaliser pour mieux maîtriser davantage et ancrer ça dans nos esprits pour notre propre culture générale et surtout aussi être à la hauteur, donc à l'image de nos consultants pour pouvoir restituer de manière fidèle et loyale donc à tous les autres acteurs nationaux qui seraient appelés demain à être des observateurs et surtout dans le respect des principes cardinaux d'un observateur, donc le respect de l'objectivité, de l'impartialité, de la neutralité et vraiment pour pouvoir contribuer à ce que le Niger reste et demeure toujours un modèle donc en matière d'organisation d'élections libres, inclusives, transparentes et honnêtes, acceptées de tous pour le bonheur de tous les Nigériens. Au sortir de cette formation des formateurs, les formateurs que nous sommes outillés par des consultants pour nous permettre d'aller sur le terrain, nous autres, former les formateurs qui vont aller dans les communes, dans les départements à l'intérieur de Niamey. En clôturant les travaux de cet atelier, le coordonnateur de l'Observatoire du processus électoral a indiqué que cette formation des formateurs permettra à l'OPEL d'avoir ses représentants à travers tous les pays dans les prochains jours. Les jours à venir, OPEL couvrira tout le territoire national en matière de formation encore des observateurs sur le terrain. Que ce soit au niveau de Niamey ou bien dans les fins fonds du pays, nous ferons en sorte que nous ayons un regard sur tout ce qui se passera tout au long du processus pour des élections libres, transparentes, inclusives dans notre pays en vue de pouvoir pérenniser cette stabilité et amorcer le développement socio-économique de notre pays. Je souhaite à tous de rentrer dans vos foyers et aussi d'attendre les mots d'ordre de l'OPEL en vue de préparer les prochaines missions. Vous avez pris ici des résolutions tendant même à avoir vos propres guides d'observateurs et tout. Je crois que OPEL s'attellera à tout ça là pour que vraiment la société civile soit présente et au cœur des prochaines échéances. Avec les observateurs aguerris, l'OPEL fonde l'espoir d'aboutir à des élections libres et transparentes, à condition sine qua non de la stabilité du pays. C'est une activité très développée à Maradi et exercée par beaucoup de jeunes de la capitale économique. C'est la vente des carburants sur le marché noir. Malgré l'avènement du pétrole nigérien, la population de Maradi et alentour préfère les hydrocarbures des marchés noirs dont les prix varient entre 300 et 400 francs CFA, moins cher que les stations, donc que les carburants des stations service où le litre se vend à 540 francs CFA. Le reportage est signé Michel Deji et Sadou Doumi.
c'est un phénomène frappant, aussi bien à l'entrée que sur presque toutes les artères de la ville de Maradi. Une activité de contrebande qui semble de plus en plus intéresser bon nombre de jeunes sans emploi. Nous, on n'a rien d'autre à faire que ça. Et nous importons ce carburant du Nigeria chaque jour. Ces bidons contiennent chacun 32 litres que nous achetons à 8 500 pour les revendre à 10 000 et parfois à 9 000 francs. Une des conséquences directes de cette activité, c'est la prolifération des lieux de vente de ces carburants dits fraudés en provenance du Nigeria au détriment des stations-service de moins en moins fréquentées. Rien ne marche pour nous lorsque nous utilisons l'essence des stations. Mais avec ce carburant, on s'en sort vraiment. À la station, ils disent que le litre coûte 540 francs, alors qu'ici, avec 2000, nous avons jusqu'à 6 litres. Quand cette vente sera plus bénéfique à la station, personne ne viendra acheter de l'essence au bord de la route. Dans la pratique, la vente de ces carburants contribue ainsi à atténuer le coût de la vie dans cette capitale économique, tout en constituant un véritable obstacle pour les caisses de l'État qui perdent quotidiennement sous l'œil impuissant des autorités d'importantes ressources à travers ce trafic. C'est vrai que c'est handicapant pour notre économie. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous avons déjà tenu une réunion avec les forces de défense et de sécurité. Donc ça veut dire que, y compris la douane, pour voir comment est-ce qu'il faut, à défaut d'éradiquer ce phénomène-là, au moins se baisser cette fraude-là. Puisque, en dehors de l'aspect économique, il y a aussi le risque, il ne faut pas l'oublier. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, sur les grands axes, vous avez des bomboles, des bidons d'essence qui sont exposés souvent devant des endroits très fragiles. Au niveau de la banque, par exemple, vous avez sur le prolongement, quand vous allez regarder, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bidons d'essence qui sont entreposés. Et ça, c'est un risque. Dans leurs actions visant à éradiquer cette pratique, les autorités régionales de Maradi ont eu à maintes reprises à mettre en garde ces vendeurs détaillants d'essence et de gasoil, parfois après avoir reçu des plaintes provenant de certaines personnes physiques ou morales qui voient leur vie ou leur entreprise exposée à des risques graves à travers cette activité. Un combat d'économie et de sécurité difficile à mener dans toutes les régions frontalières au Nigeria, compte tenu du faible coût d'accès du carburant dans ce pays voisin. Actualité hors de chez nous à présent. Deuxième jour de la mission du président en exercice de la CEDEAO. Le président sénégalais Macky Sall et son homologue béninois Yahi Boni, ces deux chefs d'État, tentent de trouver la voie de sortie après le coup d'État contre le régime de transition au Burkina Faso. Hier, la junte au pouvoir a annoncé la libération du président Michel Kafondo. En revanche, le Premier ministre Isaac Zida est toujours gardé en résidence surveillée. Son domicile, sa résidence officielle, il était ailleurs, mais il est reparti donc dans sa résidence officielle. Donc, il est vrai que dans cette résidence officielle, il y a bien sûr une sécurité qui lui est affectée, mais s'il le désire, il peut aller dans sa résidence privée. Nous ne voyons pas d'inconvénience là. Le Premier ministre Zida ainsi que deux autres ministres sont toujours en lieu sûr, en résidence surveillée, en lieu sûr, et ils n'ont vraiment pas de problème en ce qui les concerne. Ils ne peuvent pas communiquer librement, mais
façon qu'il n'y ait pas de problème à ce qui est concerne. C'était là donc le général Gilbert Dendéré, le chef de la junte au pouvoir depuis quelques jours au Burkina Faso. La situation au Burkina Faso continue de susciter des réactions à travers le monde. Dans un communiqué de presse rendu public ce 19 septembre, la Commission nationale des droits humains CNDH condamne avec la plus grande fermeté la remise en cause du processus démocratique engagé au Burkina Faso depuis la chute du régime de Blaise Compaoré. Demande un retour rapide et sans condition au dit processus pour parachever la mise en place d'institutions républicaines garantes d'un ordre démocratique pérenne. Exhorte les forces vives du Burkina Faso à adopter une démarche concertée, inclusive, consensuelle, bannissant tout ressentiment afin de donner la latitude au seul peuple du Burkina Faso souverain de sanctionner librement les acteurs politiques à travers la libre expression de suffrage. La Commission nationale des droits humains CNDH demande enfin au groupe des pays membres du Sahel pour la sécurité et le développement G5 Sahel, à la CEDEAO et à l'Union africaine, au-delà des positions de principe adoptées, d'apporter les appuis nécessaires et appropriés dans le dénouement rapide et heureux de la crise burkinabé. C'était là donc la substance du communiqué de presse rendu public ce samedi par la Commission nationale des droits humains. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Bon week-end à toutes et à tous et excellente nuit. Au revoir.